Bon, eh bien le Paris Saint-Germain est qualifié. Bon, pour les playoffs, faut pas exagérer, mais c'est déjà pas mal. On y croyait très bien. Ouais. C'est déjà très bien. C'est le retour de Mehdi optimiste en plus. Il est arrivé au bureau ce matin. Il a fait tranquillement. Théo, on joue trop bien au football. C'est fort. Moi, ce que j'ai vu hier, c'était super plaisant. On va évidemment en parler et argumenter, mais c'était fort. Et les amis, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr. Il y en a beaucoup qui nous suivent qui sont pas abonnés. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste une Quelle seconde. indignité. C'est un petit bouton, il faut appuyer, l'abonnement, la petite cloche, ça aide beaucoup comme ça. Aussi, vous savez, quand on sort une vidéo, là, par exemple, on la sort dans le rush ce soir, mais elle est là. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, mettre le petit commentaire, c'est bien pour le référencement. Et on vous remercie du fond du cœur. Le Paris Saint-Germain, on rappelle, s'est imposé sur la pelouse de Stuttgart, sur le score de 4-1, triplé d'Ousmane Dembélé, un but de Bradley Barcola. Le PSG finit 15e de cette Ligue des Champions, alors qu'ils auraient pu être éliminés hier. Et finalement, ils sont dans le premier chapeau de ces playoffs et rencontreront potentiellement Monaco ou Brest au prochain tour. Mais on en parlera au moment d'un talk qui sera spécial tirage au sort quand on connaîtra précisément notre adversaire. Alors on va faire un focus quand même sur le match et sur, j'ai envie de dire, presque l'évolution de cette équipe, parce qu'on a l'impression qu'on a eu un avant-après Bayern Munich, Salzbourg, une vraie montée en puissance de cette équipe, quoi, et qui est juste impressionnante de match en match. Moi, après, la question que j'ai envie de me poser, c'est pourquoi, et j'avoue que j'ai du mal à y répondre, parce que j'ai vu beaucoup de gens dans leur analyse dire que le PSG faisait les mêmes matchs contre Gérone, faisait les mêmes matchs contre le PSV Eindhoven, faisait le même match contre l'Atlético, mais aujourd'hui ça passe. Moi, je résumerais pas ça qu'à de la réussite. C'est pas juste aujourd'hui ça passe. Moi, je pense qu'aujourd'hui le PSG a mis d'autres ingrédients dans les attitudes, d'autres visages aussi de la part des joueurs. Je vois un pressing qui est beaucoup plus respecté. Je vois une intensité qui est beaucoup plus mise. Certains me diront que c'est plus facile de mettre de l'intensité une fois que t'es dos au mur et que t'as plus rien à perdre. Moi, je trouve ça dommage d'avoir un collectif à réaction. Mais de toute manière, il fallait la réaction pour se qualifier parce que, comme tu l'as dit, t'étais au bord du précipice et donc au bord de l'élimination Ligue des Champions, ça aurait été une catastrophe. Mais voilà, moi je pense qu'il y a des ingrédients qui ont été mis et que non, on ne faisait pas les mêmes matchs contre le PSV Eindhoven, Gérone ou... D'entrée de jeu, là, contre Stuttgart, t'as de bonnes intentions, tu vas presser haut, tu pousses l'adversaire à la faute, même tu marques assez rapidement. Ça pouvait déjà ressembler à ce qu'on voyait en début de saison contre l'Atlético, mais il manquait vraiment. Non, pour moi, non. Dans ces deux matchs, c'est un Donnarumma qui, après le premier but de Warren Zaïre-Emery au Parc des Princes contre l'Atlético, flanche. Et directement, t'as un partout. Alors que là, arrêt décisif. Donnarumma, c'est autre chose. Et il faut vraiment le saluer pour ce qu'il a fait hier. Mais c'est vraiment autre chose. Moi, je parle de l'intensité, du pressing et peut-être de l'implication de certains joueurs et même d'un collectif. Ou peut-être que, je sais pas, peut-être que les consignes de Luis Enrique passent mieux. Peut-être qu'elles sont différentes. Alors, je sais pas. C'est pour ça que je dis dans les attitudes, c'est différent. Ce n'est pas les mêmes matchs que le PSG faisait au début de saison. Alors moi je pense qu'il y a quand même plusieurs choses qui expliquent ça. Depuis Salzbourg, t'es à 9 victoires sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. T'as juste le match nul contre le Stade de Reims le week-end dernier. Sinon c'est une série qui est assez impressionnante. Donc je pense qu'il y a ça. Il paraît qu'il y a eu des discussions quand même entre le groupe et Luis Enrique. Luis Enrique qui a dit qu'il mettait de l'eau dans son vin. Même les joueurs, on voit quand même qu'il y a peut-être moins de séquences de possession un peu à rallonge qui pouvaient ennuyer. On voit aussi un jeu en transition un peu plus rapide. Il y a bien sûr toujours ce jeu où on veut conserver la balle, mais t'as l'impression que les joueurs ont moins peur d'aller vers l'avant, ont moins peur de déclencher cet appel en profondeur dans le dos des défenseurs. On l'a vu plein de fois ce mercredi avec Bradley Barcola particulièrement, ou Désiré Doué, ou Achraf Hakimi, ou Ousmane Dembélé dans le dos des défenseurs. Il y a ça, et je pense qu'aussi il y a une progression tout court des individualités, parce que vous en parliez effectivement sur le match contre l'Atlético, ou vous en parliez sur ce genre de match, mais l'efficacité qu'a Ousmane Dembélé en ce moment, je revois le face-à-face qu'il joue contre Gérone et le deuxième ou troisième but qu'il marque. Mais c'est pas le jour et la nuit. Du tout le même. C'est pour ça joueur. que je commençais sur Donnarumma, même si c'est un poste particulier. C'est parce que c'est des arguments qu'on place depuis le match même l'année dernière contre Dortmund. Mais j'ai l'impression que c'est une alchimie globale. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une montée en puissance collective de la part du PSG et de la part du jeu de Luis Enrique, qui va avec aussi une progression globale de certains joueurs clés. Je vois encore hier, je trouve que Pacho fait un énorme match en défense centrale. Joao Neves, c'est une montée en puissance de match en match et il devient un patron alors que il était même pas titulaire sur le premier match de Ligue des Champions contre Gérone. Désiré Doué, on en parlait après le match contre City, mais Désiré Doué encore le match d'hier le match qu'il fait contre City et le match qu'il faisait contre Arsenal, mais c'est plus du tout le même joueur. Et quand t'as un joueur de la qualité de Désiré Doué qui t'apporte autant de créativité, de percussion sur un terrain, ça te change aussi tout un collectif. Et j'ai l'impression que ça va ensemble, c'est-à-dire que le jeu du PSG a quand même évolué avec la montée en puissance des individualités qui fait qu'aujourd'hui,
t'as une bonne équipe, quoi. Sur le terrain en Ligue des Champions, t'as une bonne équipe parce que il y en a qui peuvent critiquer. Ce n'est que Stuttgart ou ce n'est que Manchester City qui est malade. Excuse-moi, hein. On a vu le match contre Gérone et sans une bourde du gardien à la 90e, tu t'es pas capable de gagner au Parc des Princes. Je trouve que c'est un effort collectif qui fait qu'aujourd'hui t'as ces résultats-là. Après, moi, là où je peux moins te rejoindre, c'est sur la progression individuelle des joueurs. Moi, je pense qu'il savait déjà tous jouer au foot. Je pense que Désiré Doué, il pouvait déjà déstabiliser une défense à lui tout seul. Je pense qu'il pouvait en un contre un faire les différences. Ousmane Dembélé, je pense qu'il pouvait mettre les buts. On va pas parler de sa faculté à déstabiliser une défense là aussi à lui tout seul. Et je sais pas, est-ce que c'est peut-être du crédit à remettre aussi à Luis Enrique? Le placement de Ousmane Dembélé dans l'axe, mais même Désiré Doué, hein, parce qu'on a été les premiers, il faut le dire, et c'était à peu près normal après ce qu'on a vu contre Arsenal, à avoir des doutes sur le placement de Désiré Doué, qui arrive à la base, c'est plutôt un 8 créatif, 8-10, demi-espace, tout ce que tu veux, mais certainement pas ailier droit pour débuter directement à l'Emirates. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'en lui ayant donné du temps, t'obtiens quand même des résultats. Il y a eu un vrai parcours initiatique. Il y a eu ce déclic pour moi à Salzbourg, l'éclosion contre Manchester City, et là, la confirmation. Je vais te poser la question, Mehdi. Comment tu peux expliquer qu'avant Salzbourg, le match de Salzbourg, Paris était à 1 but tous les 31 tirs, alors que depuis le match de Salzbourg, Paris est désormais à 1 but tous les 5 tirs. Tu vois quand même qu'il y a une différence qui est monstrueuse devant le but, et ça change tout en fait. Ça change tout dans le déroulé d'un match, dans la confiance des joueurs et dans ce qu'ils veulent entreprendre derrière. C'est difficile à expliquer. Moi, je vais pas te dire qu'ils ont fait du practice devant les buts et qu'on va apprendre à marquer des buts. J'imagine qu'ils savaient tous le faire. Donc je dis là pour le coup en termes de réussite devant les buts, on peut justement parler de réussite. Effectivement, maintenant ça rentre un peu plus facilement et peut-être que tes attaquants sont un peu plus en confiance et peut-être qu'encore une fois le fait d'être dos au but a rajouté un peu de mordant à nos attaquants. Quand tu regardes Bradley Barcola hier après le match contre Stuttgart qui te dit qu'effectivement il y a une prise de conscience, surtout nous les attaquants, il sait très bien que c'est lui qui fait la différence. Si t'as la meilleure défense du monde, au mieux tu fais 0-0. Si t'as des attaquants qui mettent des buts, là tu peux remporter le match. C'est eux qui te font gagner. Et aujourd'hui il y a plus de mordant, plus de réussite et une prise de conscience du fait d'être dos au mur. Donc tant mieux pour le PSG et tant mieux aussi pour les individualités qui gagnent aussi énormément en confiance, parce que si le collectif gagne en confiance, c'est bien pour Luis Enrique, c'est bien pour le résultat, c'est bien pour le jeu qu'on salue. Parce que moi vraiment, comme Théo l'a dit tout à l'heure, quand je suis arrivé ce matin au bureau, la première chose dont j'avais envie de parler, c'est le football que j'ai vu pratiquer par le PSG hier. Alors justement, parlons un peu du football, ça va être intéressant là, parce qu'on on s'est concentré sur le football. Vas-y après. Il faut aussi parler pour moi de l'adversité. Il faut aussi la mettre en relief sans minimiser le truc. Mais sur le plan collectif, ce que le PSG hier a fait à Stuttgart, pour moi, c'est une des, si ce n'est la meilleure performance. Peut-être même au-dessus de Manchester City en termes de football. Parce que contre Manchester City, t'as ce petit trou d'air qui te fait encaisser les buts et t'as cette première période où tu n'es pas tranchant. Là, contre Stuttgart, de la première à la dernière minute, de ta première à ta dernière occasion, t'es tranchant et tu maîtrises le match en plus. Donc, pour moi, c'est la prestation la plus aboutie. Et avant de poursuivre les débats, les amis, un petit point sponsor, et restez bien parce que là on a mis les moyens XXL pour faire cette promo. Dites tout dans les commentaires si vous kiffez ce qu'on attend. On a tenté un truc. Voilà. Allez, les Oscars c'est maintenant. Et les amis, on va parler bien sûr du partenaire de la vidéo qui est Oli. Tiens Théo. Oh, quel arrêt. Voici ma gourde Oli dont je me sers tous les jours. Ça a changé ma façon de m'hydrater. J'ai remplacé mes sodas, mes energy drinks, mes iced tea. C'est aussi simple que ça. Je remplis ma gourde. Voilà, c'est bon pour la planète. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine. Ça fait au moins 6 mois que j'ai pas pris de soda. Regardez, je nage dans mon maillot L. Donnez-moi du M, très vite. Tu prends ton petit pot de Oli et tu mets une petite cuillère. Tu fermes ta gourde. Tu shakes et tu dégustes. On trinque pas Théodore ? Non, je suis très mal élevé. On a un code TEAMCS5 qui vous permet d'avoir 5 € de réduction sur votre première commande. Donc le pack découverte qui est à 24,99, il est à 19,99 grâce à notre code TEAMCS5 et un autre code TEAMCS qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur toutes vos commandes. Voilà, si c'est pas la première fois. Vous connaissez le fresque, oui, moi j'en ai fait des ravages. Effets spéciaux, attention ici c'est du cinéma, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à donner de la force, nous ça nous aide aussi pour notre développement. Exactement. Donc un grand merci à la famille Oli. Tu disais, on va parler de football, et moi je pense qu'il faut parler de football et parler d'un homme. Pour moi, c'est Luis Enrique. Je l'ai beaucoup critiqué, mais j'estime qu'après João Neves, c'est peut-être son match Manchester City, et que hier à Stuttgart, c'est encore une fois son match. Quand tu le vois sur le banc, comment il est actif, comment il donne des consignes, comment il lâche pas ses joueurs, que ce soit les joueurs de son côté ou les joueurs de l'autre côté, tu l'entends donner de la voix, taper des mains, faire le pressing, féliciter ses joueurs. Pour moi, il faut aussi remettre les lettres d'or à Luis Enrique. C'est important de le souligner parce qu'il est en train de faire quelque chose de bien et que je crois totalement aussi à ce que tu as dit en préambule. Et c'est des infos qui sont sorties quand on disait que Luis Enrique avait mis un peu d'eau dans son vin, qu'il y avait eu des discussions avec le vestiaire
qui venait après quelques clashs entre guillemets avec le vestiaire. Donc c'est très bien aussi de le souligner. Et que s'il continue comme ça, on le voit par exemple à l'image d'un Nuno Mendes qui pendant 3-4 mois, il était entre guillemets bridé. Tu le voyais comme troisième défenseur central. Et depuis cet épisode de l'eau dans son vin, tu le vois maintenant qu'il a ses allants offensifs et qu'il est mieux utilisé, qu'il est naturellement utilisé parce que ses capacités naturelles et sur le terrain, c'est ses montées offensives. Donc je pense que Luis Enrique y est aussi pour beaucoup dans ce déclic. Théo. Et pour le coup, parfois, il nous a fait un petit peu douter à être un peu extrême dans ses idéaux. On a parlé avec, par exemple, le choix des Désiré Doué, la gestion de Dembélé à Arsenal. Mais là, il faut quand même le saluer. Peut-être qu'on ne l'aurait pas fait à sa place. Peut-être qu'on aurait assuré la qualification tant l'élimination aurait été catastrophique. Mais Manchester City, il y allait avec ses idées. Il est allé de l'avant. Il a privé Guardiola du ballon. Et pareil, contre Stuttgart, il arrive d'entrée de jeu à Stuttgart, 60 000 places, grosse ambiance. Il prend beaucoup de risques aussi parce qu'il y a eu pas mal d'actions où ça allait dans le dos des défenseurs. Alors heureusement que Donnarumma a fait un énorme match. Je trouve que Pacho aussi a été monstrueux. Il marque contre son camp, même si c'est pas vraiment de sa faute. Ouais. Bah, je sais pas du stade. J'avais envie d'avoir ton ressenti parce que c'est vrai, on l'a pas expliqué, mais là, t'es arrivé très vite de Stuttgart. Oui. On est sur un seul angle qu'on se dépêche de tourner. En gros, Pacho, moi, je trouve qu'il m'a impressionné parce que même quand il était un peu dépassé, j'ai l'impression que les attaquants n'arrivaient pas à vraiment s'en défaire. Il arrivait toujours à revenir. À un moment, en début de match, il fait un espèce de tacle où il glisse pendant longtemps et au dernier moment, il met le pied, il l'enlève. On croit qu'il est dépassé. Il fait un super tacle. Il a essayé de faire Marquinhos sur le centre décisif. N'est-ce pas? Voilà. Je trouve que physiquement aussi, il en impose. Il en impose, quoi. Enfin, vraiment, il faut le bouger, ce mec-là. Et malgré son jeune âge, malgré tout ça, alors je pense qu'il a encore une grosse marge de progression. Il dégage une forme de sérénité aussi, où en fait, ce truc. Alors, ça va te faire plaisir, Mehdi, parce que ça me fait penser un peu quand tu me le décris, un peu à du Kusanov, tu vois, ce côté un peu costaud, Golgoth, tu vois, qu'on peut pas bouger et qui est toujours là, etc. Et qui est en plus rapide. Je trouve que Pacho, honnêtement, il me bluffe de plus en plus et je trouve que c'est un super coup. Et hier, particulièrement, j'ai vu un patron d'une défense comme si c'était son 50e ou son 60e match de Ligue des Champions. Comme quoi, les trois recrues, et encore une fois, on disait que c'était de bonnes recrues, mais c'était peut-être pas suffisamment, voilà, quantitativement. Les trois recrues ont pris beaucoup des blessures dans tout ce cycle-là, en Ligue des Champions. Quand tu fais la photographie, entre le premier match et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est clair. Il faut aussi souligner le match de Donnarumma. Évidemment. La période même de Donnarumma. Moi, après le match de Manchester City, je me rappelle que vous parliez de Donnarumma, que j'avais été un peu dur avec lui parce qu'il dégage le ballon sur Grealish, très bien. Là, je pense que quand je disais j'en attends plus, un match de plus, et il est vraiment bien parce que je crois que c'est Leveling qui se retrouve à bout portant. Il est au 6m50 et il allume la cage, il fait une bonne frappe et Donnarumma arrivait de la sortir et juste après tu mets 2-0. Donc j'ai souvent dit moi que Gianni Donnarumma n'était pas un grand gardien. Évidemment qu'il l'est parce que Euro 2021, parce que la carrière qu'il a et le nom qu'il a, mais j'ai toujours dit qu'il n'était pas grand gardien parce qu'il ne faisait pas gagner de match. Qu'il était là, qu'il faisait parfois des bons arrêts, mais que t'étais pas à l'abri d'une bourde juste après qui allait te coûter justement des points ou une qualification. Et là, pour le coup, il fait gagner pour moi le PSG. Évidemment, j'ai parlé de Luis Enrique, je peux aussi parler de Barcola Dembélé, mais là, sur cette action-là, tu peux être à 1-1, devant 60 000 personnes, à l'extérieur, une équipe en face de toi qui doit se qualifier, tu dois te qualifier. Sur le papier, cette action-là, elle a tout pour être qualifiée d'une action super décisive. Il va la chercher. C'est pas un arrêt. C'est un arrêt exceptionnel. Il va la chercher. Et c'est fort de sens que le but vienne juste après sur la ressortie. Exactement. Et pour moi, c'est vraiment le comparo avec le match contre l'Atlético. Exactement. C'est là où vraiment tout le monde a tenu ses responsabilités. C'est la grande différence. C'est ça. Mais que ce soit les jeunes, que ce soit les cadres qui étaient défaillants. Moins de risques que balle au pied. Il commence à sortir et sur sa ligne il continue de répondre présent. Il peut effectivement devenir un gardien en qui tu as confiance à 100%. Je pense que le coup de crampon de Singo, c'est un truc qui a détraqué dans son cerveau et il s'est dit attends tiens je mesure 1m87 le pauvre, et je pèse 90 il avait fait kilos. Une plutôt bonne sortie en plus sur la sortie sur Singo. Je trouve que ça l'a complètement changé et maintenant le Didio Balafré c'est ça fait partie de toutes ces étapes. Il y a vraiment un côté cycle initiatique un peu comme dans un film, te frotte à plein d'épreuves et là ça en fait partie pour Donnarumma qui a eu ce coup dur contre Monaco. T'as eu aussi de la concurrence, que ce soit pour Donnarumma, que ce soit pour un Barcola qui a fait le mois de décembre sur le banc, qui a profité plus à Désiré Doué, et même avec le vent frais dont on parlait ces dernières semaines, Kvaratskhelia, j'ai l'impression que ça profite aussi à un joueur comme Barcola qui met les bouchées doubles. Voilà, pour garder sa place dans le 11 titulaire. Extraordinaire transition. Bradley Barcola, justement, 4 dernières titularisations,
4 buts, 4 passes décisives, et sur les 4 matchs, il a à chaque fois eu un but, une passe décisive. C'est Espali, Lens, Manchester City et Stuttgart. Ce qui fait de lui le joueur offensif, le meilleur joueur offensif du top 5 européen en 2025. Cette annonce d'arrivée de Kvaratskhelia et puis le contre-coup qu'il a vraiment bien subi après un très gros début de saison, tu retrouves le Barcola libéré, aérien sur le terrain, qui t'a l'impression avec ses petites jambes de Bambi, tu vois, qui est là à danser, singulière. Voilà, exactement. Il danse un peu sur le terrain. C'est pas des petites jambes. Non, mais tu vois, il a ce côté un peu aérien, un peu, il vole sur le terrain et clac, tu vas lui prendre la balle à droite, à gauche et tu sais pas trop ça va, mais ça passe. Moi, ça me fait plaisir de revoir Barcola à ce niveau. Et puis surtout, moi, il y a un truc où je me dis, honnêtement, bon, après, on verra, on parlera un peu de l'avenir tout à l'heure. C'est dingue parce que tu vois le match d'hier. Tu vois Doué, Barcola, Dembélé, et tu te dis, attends, t'as encore Kvaratskhelia. Où est-ce que tu le places, la Kvara? Parce que vu le niveau affiché par les trois, alors c'est attention, hein, c'est des questions qu'on a envie de se poser. C'est un choix de riche, hein, mais c'est extraordinaire, je trouve. Et si tu te les poses, c'est parce que indirectement, peut-être que Kvara pousse les autres à être exactement meilleurs. Parce qu'il faut garder sa place. Là où en début de saison, un Barcola qui faisait aucune différence, c'est pas le même Barcola. Je pense que ça joue et je salue particulièrement Barcola et Dembélé qui ont eu des épisodes comme ça où on aurait pu se dire ouais ils sont en train de devenir nonchalants. Il y a une gestion compliquée avec Luis Enrique et il y avait quelques échos qui disaient que Barcola se plaignait un peu de son utilisation à contre-emploi et il fait partie de ces joueurs qui ont mis leur ego de côté et qui apportent le meilleur pour l'équipe. Et pour même un coup de chapeau aussi, encore une fois, étant parlé à Luis Enrique, parce qu'il a aussi challengé avec Désiré Doué. On voit à la fin décembre où il jouait beaucoup moins, c'était Désiré Doué qui prenait sa place. Donc il a essayé un peu aussi de le challenger comme ça. Il y a eu aussi ces rumeurs de Kolo Muani. Je me régale. Moi aussi. C'est ces rumeurs où justement où il a essayé un peu de le piquer pour essayer de le relancer. C'est aussi une très bonne gestion de la part de Luis Enrique sur Barcola et on le voit aussi sur le terrain aujourd'hui. Confiance retrouvée. Moi, je pense, un grand joueur, je sais pas. Je pense que grand joueur, il est à côté, c'est Ousmane Dembélé. Au grand joueur, les grands rendez-vous. Et Ousmane Dembélé a répondu présent contre Manchester City, il répond présent hier contre Stuttgart. Est-ce qu'on peut être optimiste sur l'avenir avec cette montée en puissance qu'on a là? On parlera de demain, rendez-vous ce vendredi pour le talk qui va s'axer sur le tirage au sort des 16e et des 8e de finale. Donc comme ça, on aura une vraie projection. Mais est-ce que, quand vous voyez le niveau là actuel, est-ce que vous êtes optimiste pour la suite du Paris Saint-Germain ou c'est juste une période un peu commando où il fallait se qualifier, il y aura peut-être un relâchement où ça n'a pas encore le niveau? Ça dépend, tu places où ton optimisme. Parce que j'ai plus d'optimisme qu'à juste avant Salzbourg, donc après le Bayern. Ouais. Mais j'ai toujours pas l'optimisme du 70-30 et d'aller gagner la Ligue des Champions cette année. Quand est-ce que tu l'auras? À partir des 8e de finale, il me semble. Ça devrait être sur le tableau, soit le Barça. 8e, c'est Barça ou Liverpool. Donc, on verra ce qui se passera sur ce match-là précisément. Si tu le passes, évidemment. Mais, optimisme, oui, dans le sens où j'ai plus d'optimisme qu'avant. Donc, j'ai envie d'être un peu plus positif. Et donc, il y a du contenu beaucoup plus cohérent qui est proposé. Et quand tu regardes le visage du PSG Ligue des Champions depuis trois journées, ouais. C'est-à-dire Salzbourg, Manchester City et Stuttgart, là, tu te dis enfin, on répond au plus haut niveau européen. Maintenant, je continue de penser que le PSG est une équipe en dessous du chapeau 1 européen en 2024-2025, c'est-à-dire peut-être en dessous du Real Madrid que je continue à mettre dans le chapeau 1 parce que c'est le Real Madrid, bien sûr. De Liverpool avec les performances qu'ils ont, et du FC Barcelone. Après, Arsenal, c'est une équipe qui est amputée de Saka pour les... Ouais. Je sais même pas combien de temps là. Ouais, pour encore un moment. Gabi Jesus pour les 70 prochaines années, je crois. Donc c'est un peu plus compliqué pour Arsenal. Mais Arsenal au complet, je pense que ça reste quand même au-dessus du PSG. On l'a vu à là, et le Bayern, après c'est très versatile. Ouais, je sais pas, il y a des fois où. Ouais, mais en tout cas, 3-0 par le Feyenoord. Ce que je veux dire, c'est que si on tombe aujourd'hui contre le Bayern, pour être concret, même si c'est que de la fiction, je suis un peu plus confiant que si tu tombes contre le Real, Liverpool et le FC Barcelone. Justement, c'est le problème un peu dans cette projection, c'est qu'on sait d'ores et déjà que si tu te qualifies après les barrages, tu tombes soit contre Liverpool, soit contre Barcelone. Donc globalement, moi je suis plutôt optimiste après ce qui s'est passé là. J'aurais eu quelques limites si j'avais vu que juste on se contentait d'aller chercher la qualif à tout prix, le match nul qui aurait pu convenir à tout le monde. C'est là où je te réponds que pour moi c'est pas totalement la mission commando, c'est plus. T'es allé chercher plus. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un collectif qui est né, une vraie équipe, une vraie mentale et qu'il y a un cap qui est passé. On est passé de tirer avec des pistolets à eau, des pistolets à billes à des vrais tueurs dans la surface. Et d'ailleurs attends, c'est vrai que en même temps ça converge avec c'était le retour de Gonzalo Ramos à Salzbourg. Peut-être que ça a pu aider de se dire que t'as un groupe encore plus complet, encore une fois, plus de concurrence. Le premier but d'un attaquant cette année, il est marqué par Gonzalo Ramos en Ligue des Champions. Ce fameux pot de ketchup qui a été ouvert à ce moment-là. Exactement.
Donc bref, je suis plutôt optimiste, mais sur le long terme. Voilà, parce que te dire qu'on va passer Liverpool-Barcelone, c'est prématuré, mais en tout cas, je pense qu'on peut les regarder dans les yeux. Et en plus de ça, là, t'as ce mois de janvier où t'as une opportunité d'encore aller engranger de l'expérience contre Monaco et Brest, où on est quand même favori. Il faut assumer cette étiquette et on aura Kvara en plus. Voilà. Je vais juste préciser un truc pour les gens. Quand je dis que le PSG est chapeau 2 et qu'au-dessus chapeau 1, un chapeau 2 peut battre un chapeau 1. Je dis pas que c'est mort. Ah bah bien sûr. Bah regarde Lille qui est le temps le top 8. Faut préciser pour les gens. Sinon, je vais me faire tomber dessus et j'ai peur. Bah et puis je sais pas qui aujourd'hui peut dire que genre vraiment le PSG soit au-dessus du Real Madrid, de Barcelone. Les supporters du PSG dans l'euphorie sont capables de beaucoup de Je pense que t'en as rencontré dans ton micro-trottoir après le match. Effectivement. On trouvait sur Instagram. Les petits extraits courts qui sont dispo. Non, mais moi je rejoins plutôt l'avis de Théodore. Effectivement, je trouve que au-delà de comment dire, bien sûr que c'est important cette campagne de Ligue des Champions. Bien sûr que c'est bien d'aller le plus loin possible parce que il y a quelque chose qui se crée. En plus, je trouve que ce maillot devient de plus en plus iconique et je le veux vraiment à chaque match de Ligue des Champions. Maintenant, je veux qu'on le porte. Je le trouve vraiment trop stylé. Et en plus, il va très bien Théodore. Donc il y a un peu un côté tenue de super-héros. Quoi. Exactement. C'est des petits symboles, des petits totems, des petites images qui bout à bout te mettent en confiance. Complètement. Et voilà, je trouve que je dis n'importe quoi. Non, dans les commentaires, mais moi je te rejoins parfaitement. Et il y a aussi un autre truc, c'est que ce que je pense, c'est que il y a aussi un truc, c'est que honnêtement, je suis optimiste. Peut-être pas pour cette année, mais pour la suite. Parce que t'as quand même une vraie bonne base, quoi. Honnêtement, t'as une bonne base de vraiment bons joueurs et qui sont jeunes, quoi. Alors évidemment, c'était ça, tout le process, le projet, etc. Sauf que quand tu voyais dans ces matchs-là, bah, je trouvais que quand même c'était un peu léger, qu'il manquait quand même des joueurs à côté, qu'il manquait un patron justement, et Dembélé se transforme en patron. Qui aurait pu croire qu'il allait être aussi efficace? Il te manquait un Kvaratskhelia par exemple, qui est arrivé justement, donc c'est une valeur sûre. Un Joao Neves, etc. qui monte en puissance. Mais en tout cas, je trouve que t'as une équipe quand même vachement cohérente. Il te manque encore quelques détails à modifier, mais tu gardes cette structure-là, tu gardes cette équipe-là, tu la renforces encore à certains postes clés, et honnêtement, tu as une superbe équipe qui peut vraiment, tu disais qu'on était en dessous du chapeau 1, mais qui peut largement taper en haut du chapeau 1, si tu recrutes bien, si tu es intelligent dans ta politique sportive, si tu fais les choses bien, il y a vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir, quoi. C'est là où moi, perso, pour mon avis, je pouvais avoir un problème avec ce projet. C'est que, comme tu viens de le dire, pour aller dans le chapeau 1, il manque ceci, cela, Exactement. C'est ceci, cela qu'on demande pour être dans le chapeau 1. Exactement. Et pour pouvoir aborder un PSG Liverpool ou un PSG Barcelone en se disant, let's go, on y va. Mais c'était là, on va y aller en mode, si on tape le Barça et ou Liverpool, c'est un exploit. Mais on en parlera demain. Mais là où on avait peur qu'on s'entête avec les idées de Luis Enrique et qu'on stagne, qu'on ne progresse pas, que certes il y a une bonne base, mais que peut-être que les joueurs sont pas faits pour répondre à ces exigences. Finalement, on a vu qu'on avait su se relever d'étapes hyper compliquées. Si tu avais eu la photographie de ce qui se passe maintenant dans le jeu au début de la saison, alors peut-être qu'on aurait été déçu de pas être dans le top 8, mais je pense que dans le niveau de jeu, on signe tout de suite. Ouais, je suis d'accord. Pour en plus couronner le tout avec Kvara qui arrive, voir à quel point, tu l'as dit juste avant, Dembélé est devenu un patron, c'est des trucs auxquels j'aurais eu du mal à croire, en tout cas à ce point. Même et de se relever de ces étapes, c'est un truc qui peut limite te forger encore plus. 100% d'accord. Je pense que si on avait bien commencé la saison contre Girone, tu les exploses, tu gagnes peut-être contre Arsenal, et ensuite tu t'éteins maintenant dans un moment clé de la saison, c'est les moments qui comptent. Là, tu montes en puissance, t'as un mois où tu vas continuer la compétition, là où d'autres qui sont déjà qualifiés, peut-être qu'il y aura un faux rythme, faut l'espérer. Mais voilà pourquoi j'ai quelques motifs d'espoir. Ouais, mais je te dis, on en parlera demain, mais pour le coup, moi, il y a un truc de les dernières années, quand tu sortais un peu prématurément en Ligue des Champions, en huitième de finale ou etc., tout de suite, il y avait un peu un côté, il faut tout remettre, on remet un peu tout en cause, il y a un problème, il y a machin. Là, honnêtement, alors évidemment, il y a la manière, on verra, mais si tu te fais sortir même prématurément en huitième de finale, bon, bah, tu te fais sortir par plus fort, c'est pas grave, on revient l'année prochaine, faut juste modifier ce qu'on a dit, ça, il manque ça. Pas encore. Et après. Si tu gagnes 4-0 à l'aller et que tu prends 6-1 au retour, on relou. On est d'accord. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a aussi la manière. Mais de manière générale, en tout cas, vu mon état d'esprit, je me dis, OK, il y a quelque chose d'intéressant qui se met en place. Et là, tu penses pas qu'à 1 ou 2 ans, tu penses vraiment, je trouve, là, en tout cas, avec tout ce qui se passe là, tout ce qui se construit là, à 1, 2, 3, 4, 5 ans devant toi. Et c'est plutôt sympa. Honnêtement, c'est plutôt cool. Et je trouve que le travail est bien fait. Et on peut féliciter, là, le Paris Saint-Germain parce que, en tout cas, pour cette phase de poule, bah, tu vois, si on doit faire un conseil de classe, moi, honnêtement, on est entre on est dans les encouragements et les compliments. Ouais, et puis, encouragement pour moi. Non, mais entre les deux, tu vois. Plus encouragement que compliments, mais entre les deux, tu vois. Mais 800 millions, t'es pas dans les 8 premiers, c'est un peu chiant. Mais oui. Bon, regarde le Real. En tout cas, on est monté crescendo. Je préfère ça que l'inverse. Exactement, complètement. Merci, messieurs. Merci. Voilà. Merci, Vitinha, Joao Neves. On n'a pas beaucoup parlé Vitinha, en tout cas. Ouais. Bon, très propre. Vitinha, Joao Neves, Zaïre Emery aussi. On espère que là, au moment où on tourne, on sait pas quelle est la nature de sa blessure. C'est dur de devoir faire individualité
qualité par individualité, pardon, je pense que tout le monde a répondu présent. Ouais, exactement. C'était juste pour placer un petit Vitinha parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Il faut aussi parler d'Achraf Hakimi quand même, la régularité est incroyable. Il a banalisé limite ses performances, mais tant mieux. Je préfère qu'il les banalise qu'autre chose. Mais voilà, c'est vrai que Vitinha, parfois on peut nous le reprocher dans les commentaires, on vous lit. Et c'est vrai qu'il a un rôle un petit peu plus ingrat où il est reculé, mais il fluidifie les ballons, il est hyper propre. Belle sortie de balle hier. Voilà, c'est lui qui amène le deuxième but, l'ouverture pour Barcola, il me semble. Exceptionnel. On remercie les amis d'Oli, bien sûr, qui aussi, vous avez vu notre clip, beaucoup de moyens, hein, en tout cas, des grandes qualités Grand tactiques. tournage. Voilà. Et on se retrouve ce vendredi, déjà. Ouais, exactement. On se retrouve ce vendredi pour un talk spécial tirage au sort de la Ligue des Champions. On connaîtra le prochain adversaire du Paris Saint-Germain et aussi son adversaire en 8e de finale. Soyez au rendez-vous, les abonnements, la petite notif comme toujours, et on vous souhaite, une bonne soirée, et puis voilà. À très bientôt. de la Ligue des Champions. PSG, il a changé, le PSG a grandi. Let's go. Ciao tout le monde. Ciao.